Enclouage intramédulaire avec le clou tibial expert, avec alésage. Le clou tibial expert a une nouvelle courbure anatomique qui facilite son insertion et son extraction. La version cannulée permet l'insertion du clou à l'aide d'une broche de guidage. Il existe plusieurs possibilités pour le verrouillage proximal. 3 de ces options de verrouillage utilisent des vis de verrouillage pour os spongieux afin d'améliorer la stabilité du fragment proximal. Les 2 options de verrouillage médiolatéral permettent une compression primaire ou une dynamisation secondaire contrôlée. Il existe 4 possibilités pour le verrouillage distal. L'option de verrouillage oblique est très distale. Elle permet un verrouillage dans 2 directions différentes pour un ancrage idéal dans l'os et prévient ainsi les lésions des tissus mous. Il existe 2 options de verrouillage médiolatéral et une option de verrouillage antéro-postérieur pour une fixation stable du fragment distal. Le clou tibial expert est indiqué pour les fractures diaphysaires ainsi que pour les fractures métaphysaires et certaines fractures intra-articulaires de la tête du tibia et du pilon tibial. Ces fractures sont 4.1, A2 et A3, 4.1, C1 et C2, toutes les fractures 4.2, 4.3, A1, A2 et A3, 4.3, C1 et C2, et les combinaisons de ces fractures. Cette présentation a pour objectif de montrer le positionnement du patient, la réduction, l'approche et le point d'entrée, et la procédure d'enclouage à l'aide du clou tibial expert. Le clou tibial expert peut être inséré dans le canal médulaire avec ou sans alésage. Cette présentation montrera l'alésage. Le clou sera inséré sur la broche de guidage. Dans cet exercice, un exemple de fracture diaphysaire est présenté. Pour les fractures diaphysaires simples, 4 vis de verrouillage médiolatéral sont normalement suffisantes, 2 dans le sens distal et 2 dans le sens proximal. La dynamisation secondaire est obtenue par le retrait de la vis de verrouillage de l'option de verrouillage statique. Pour les fractures très proximales et distales, certains types de verrouillage supplémentaires sont nécessaires. Le patient est couché sur le dos sur la table radiotransparente. Le genou de la jambe blessée doit pouvoir être fléchi de -90 à 100 degrés. L'amplificateur de brillance est placé de façon à permettre la visualisation des surfaces articulaires proximales et distales du tibia sur les vues AP et de profil. L'utilisation d'un dispositif de maintien de la jambe facilite le repositionnement, l'approche chirurgicale et l'insertion du clou. Le rouleau du genou doit toujours être placé sous la partie inférieure de la cuisse pour éviter les lésions neurovasculaires dans le creux poplité. La réduction fermée est réalisée manuellement par traction axiale sous l'amplificateur de brillance. La réduction peut être fixée temporairement à l'aide de mâchoires de réduction. La longueur du clou requise doit être déterminée après réduction de la fracture. L'amplificateur de brillance est positionné pour une radiographie AP ou de profil du tibia proximal. La règle radiographique est maintenue à l'aide d'une longue pince parallèlement au tibia sur la face externe de la jambe. La règle est placée de façon à ce qu'une de ses extrémités soit au niveau du point d'insertion prévu du clou et la peau est marquée sur la face latérale. L'amplificateur de brillance est déplacé vers l'extrémité distale du tibia. L'extrémité de la règle radiographique est alignée avec les marques sur la peau, puis un cliché du tibia distal est pris. La réduction est vérifiée et la longueur de clou nécessaire est relevée sur la règle radiographique qui apparaît sur le cliché. L'amplificateur de brillance et la règle radiographique servent également à définir le diamètre de clou approprié.
Le point d'entrée est déterminant pour la position du clou tibial expert dans le canal médulaire. Ce positionnement est particulièrement important pour un alignement correct des fragments des fractures métaphysaires distales et proximales. Sur le cliché AP, le point d'entrée est aligné sur l'axe du canal médulaire et sur la tubérosité latérale de l'épine du tibia. Sur le cliché de profil, le point d'entrée se situe sur le bord antérieur du plateau tibial et il est aligné sur le canal médulaire. La broche de guidage est fixée sur le mandrin universel. Le point d'insertion est marqué par une encoche légère à un angle de 10 degrés par rapport à l'axe de la diaphyse sur le cliché de profil. La broche de guidage est insérée sur environ 8 à 10 cm. Sa position est vérifiée à l'aide de l'amplificateur de brillance sur les vues AP et de profil. La douille protectrice et l'ouvre-cavité sont insérés sur la broche de guidage et le canal médulaire est ouvert sur 8 à 10 cm de profondeur. La broche de guidage et l'ouvre-cavité ne doivent pas toucher la corticale postérieure. La broche de guidage, l'ouvre-cavité et la douille protectrice sont retirées. Il est possible de choisir une autre méthode qui consiste à utiliser la mèche cannulée ou le poinçon cannulé. Si nécessaire, le canal peut être élargi jusqu'au diamètre souhaité avec l'alésoir médulaire. En situation clinique, le passage dans la zone de fracture et le positionnement correct de la tige d'alésage sont vérifiés à l'aide de l'amplificateur de brillance. Le diamètre de la tête d'alésage est choisi en fonction de celui du clou. Dans le présent cas, le clou a un diamètre de 9 mm. Il faudra donc utiliser des têtes d'alésage d'un diamètre de 8,5 à 10 mm. La tête d'alésage est fixée sur l'arbre flexible. La position de la tige d'alésage est contrôlée à l'aide de la pince de maintien. La tige d'alésage Synrim est insérée dans le canal médulaire. La tête d'alésage est introduite délicatement par des mouvements de va-et-vient. Il ne faut pas forcer. Le canal médulaire est alésé par accroissement de 0,5 mm jusqu'à ce que son diamètre mesure 0,5 à 1,5 mm de plus que celui du clou. L'arceau d'insertion est orienté vers l'avant. La pointe de l'arceau s'adapte dans la rainure du clou. La vis de connexion est placée dans le manche d'insertion, puis introduite dans le clou à l'aide du tournevis hexagonal à tête sphérique. Le clou est introduit dans le canal médulaire à l'aide de l'arceau d'insertion. Des petits mouvements de rotation peuvent faciliter l'insertion. Le passage du clou dans la fracture est contrôlé à l'aide de l'amplificateur de brillance. Cette progression est contrôlée en 2 plans pour éviter les défauts d'alignement et la création de fractures iatrogènes. Si nécessaire, il est possible de donner de légers coups de marteau. La pièce de connexion est fixée sur l'arceau d'insertion et le marteau est utilisé en mode fixe. Si une force d'insertion supérieure est nécessaire, il faut fixer la tige conductrice à la pièce de connexion et utiliser le marteau en mode coulissant. La position finale du clou est vérifiée sur les vues AP et de profil avec la broche de guidage placée dans le viseur, comme on peut le voir ici. La distance entre les marques sur le manche d'insertion est de 5 mm et correspond au rallongement des vis d'obturation. Cette caractéristique peut servir à enfoncer davantage le clou ou à en corriger la longueur. Si une compression primaire ou une dynamisation secondaire est prévue, il est recommandé d'insérer le clou plus profondément de 7 mm, ce qui correspond à la distance maximale entre les positions dans les modes statique et dynamique. Le verrouillage distal est brièvement présenté ici, bien qu'il ne fasse pas partie de cet exercice. La position finale du clou est vérifiée à l'aide de l'amplificateur de brillance en vue AP et de profil.
Les étapes suivantes sont les mêmes pour l'engrainement proximal et seront expliquées ultérieurement. Selon le diamètre du clou, des vis de verrouillage de 4,0 ou 5,0 mm seront utilisées. Il est préférable de commencer par le verrouillage distal pour pouvoir utiliser le mode de compression du clou ou la technique de percussion rétrograde pour réduire l'écart interfragmentaire. Le clou doit préalablement avoir été inséré à une profondeur suffisante. Le verrouillage du clou est habituellement effectué sur la face interne, si possible la jambe tendue. Le viseur peut être utilisé pour différentes options de verrouillage proximal. Ces options de verrouillage ont des codes couleurs sur le viseur et les instruments correspondants. 3 options de verrouillage, marquées en jaune, sont associées aux vis de verrouillage pour os spongieux pour une stabilisation idéale du fragment proximal. 2 options de verrouillage médiolatéral, marquées en bleu et vert, permettent la compression primaire, la dynamisation secondaire contrôlée ou le verrouillage proximal statique médiolatéral. Pour cet exercice, on effectue un verrouillage proximal statique médiolatéral. Le verrouillage proximal dynamique et le verrouillage proximal oblique seront également présentés comme variantes. Le viseur est fixé et une mèche de 3,2 mm est insérée, comme on peut le voir ici. La pointe de la mèche indique la position proximale exacte du clou en vue médiolatérale. L'assemblage de trocars en 3 parties, comprenant la douille protectrice, le guide-mèche et le trocard correspondant, est inséré à travers le trou médiolatéral du viseur. Le trocard est inséré jusqu'à l'os via une incision pratiquée avec une lame, puis retirée. À l'aide de la mèche correspondante, les 2 corticales sont percées jusqu'à ce que la pointe de la mèche émerge à peine à travers la corticale opposée. Le guide-mèche doit être fermement appuyé sur la corticale la plus proche et la mesure est relevée sur la mèche calibrée. Cette mesure correspond à la longueur appropriée de la vis de verrouillage. La mèche et le guide-mèche sont retirés. Une autre méthode consiste à relever la longueur de la vis sur la jauge de profondeur. La mesure est relevée sur le corps de la jauge de profondeur. Elle correspond à la longueur appropriée de la vis de verrouillage. Une vis de verrouillage est insérée à l'aide du tournevis Star Drive à travers la douille protectrice jusqu'à ce que sa tête soit en contact avec la corticale la plus proche. La pointe de la vis de verrouillage ne doit pas dépasser la corticale opposée de plus de 2 mm. Ces étapes sont répétées pour la deuxième vis de verrouillage, comme on peut le voir ici. La vis d'obturation empêche la pénétration de l'os dans l'extrémité proximale du clou. Elle facilite ainsi le retrait du clou. La jambe du patient doit être fléchie afin d'assurer un espace suffisant pour l'insertion de la vis d'obturation. Le viseur, la vis de connexion et l'arceau d'insertion sont retirés. La vis d'obturation est insérée dans le clou à l'aide du tournevis Star Drive T40, puis fermement serré. L'embout est retiré à l'aide du tournevis. La vis d'extraction est introduite dans le clou, puis serrée. Une vis de verrouillage proximal sert à prévenir la rotation ou le déplacement du clou vers l'arrière sous le plateau tibial. Toutes les vis de verrouillage sont retirées à l'aide du tournevis Star Drive T25 et de la douille pincette. Le guide de marteau est fixé à la vis d'extraction et le clou est extrait à l'aide de petits coups de marteau. Cette présentation a montré les principales étapes de l'enclouage centromédulaire avec le clou tibial expert. Le positionnement du patient, la réduction, l'approche et le point d'entrée, et la procédure d'enclouage à l'aide du clou tibial expert. Variante A. Verrouillage proximal dynamique, compression primaire.
Les instruments suivants sont nécessaires. La douille protectrice, le guide-mèche avec marquage bleu et jaune, le trocard avec marquage bleu et jaune, la vis de compression et la mèche calibrée de 3,2 mm avec marquage bleu et jaune. En cas de diastase, la compression du trait de fracture peut être nécessaire. Le clou tibial expert permet une compression primaire maximale de 7 mm. Deux options de verrouillage médiolatéral permettent une compression primaire ou une dynamisation secondaire contrôlée. La dynamisation secondaire est obtenue par le retrait de la vis de verrouillage de l'option de verrouillage statique. Pour permettre la compression primaire, la vis de compression est insérée dans la vis de connexion jusqu'à ce qu'elle soit en contact avec la vis de verrouillage. Chaque tour complet de la vis de compression correspond à une compression d'1 mm. À ce stade de la procédure, le clou tibial expert a été verrouillé distalement et une vis de verrouillage proximale a été introduite dans l'option de verrouillage dynamique notée DYNAM. Ce type de procédure de verrouillage ne permet pas la dynamisation secondaire du clou tibial expert. Le trait de fracture est vérifié en permanence avant, pendant et après la procédure de compression. La deuxième vis de verrouillage proximal est introduite dans le trou le plus distal des options de verrouillage proximal notées STAT1. La vis de compression est retirée à l'aide du tournevis. Variante B. Verrouillage proximal oblique. Les instruments utilisés sont le viseur, dont les trous de guidage jaunes seront utilisés, la douille protectrice, le guide-mèche avec marquage bleu et jaune, et la mèche calibrée de 3,2 mm avec marquage bleu et jaune. La position proximale du clou est vérifiée. L'assemblage de trocars en 3 parties est inséré à travers le trou pour les options de verrouillage oblique dans le viseur. Une mèche est insérée à travers le trou de guidage correspondant du viseur. L'amplificateur de brillance est orienté en vue de profil et ajusté jusqu'à ce que la mèche et la douille protectrice soient parfaitement alignées, comme on peut le voir ici sur l'os artificiel. La vue obtenue lorsque la mèche et la douille protectrice sont parfaitement alignées est exactement perpendiculaire au plan formé par le clou et l'arceau d'insertion. Elle indique par conséquent la position exacte de la vis de verrouillage proximal pour os spongieux. La mèche calibrée est insérée et la corticale la plus proche est percée. Le forage continu et la pénétration de la mèche à travers l'os spongieux sur la tête du tibia est contrôlée continuellement avec l'amplificateur de brillance. Il faut choisir la vis la plus longue possible. La mèche ne doit pas perforer la corticale opposée. Il ne faut pas endommager le plateau tibial. Le guide-mèche est fermement appuyé contre la première corticale et la mesure est relevée sur la mèche calibrée. Cette mesure correspond à la longueur appropriée de la vis de verrouillage pour os spongieux. En cas de doute, il faut choisir une vis plus courte. Une vis de verrouillage pour os spongieux de la longueur appropriée est insérée à travers la douille protectrice. Ces étapes sont répétées pour les autres vis de verrouillage pour os spongieux.